Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet et je vais vous parler aujourd'hui des incontournables du mois de juillet en littérature étrangère. Alors, le premier des titres que j'ai sélectionné ce mois-ci, c'est le tout nouveau roman de Sophie Oksanen, Le Parc à chiens. Vous vous souviendrez peut-être de son extraordinaire prix Femina étranger de 2010, Purge, qu'il a littéralement lancé. C'était son troisième roman. Et depuis 5-6 ans, les romans qu'elle avait publiés étaient peut-être un peu moins réussis. Là, on parle d'un retour en force, une histoire qui n'est pas sans rappeler Purge, donc une jeune femme ukrainienne qui a quitté son pays et qui habite maintenant en Finlande et qui a refait sa vie en Finlande. On ne sait pas trop ce qu'elle a fui, mais elle a fui l'Ukraine, l'Union soviétique aussi. Et se retrouve donc en Finlande et un matin, elle est au parc assise sur un banc et voit apparaître une femme qui la connaît et qu'elle connaît et qui vient s'asseoir avec elle sur le banc et c'est un coup dur. Cette femme donc la connaît et connaît sa vie d'avant. Et là, le roman va s'ouvrir en forme de flashback vers le passé de ces deux femmes et des magouilles de leurs deux pères qui sont devenus trafiquants dans l'Ukraine post-soviétique. Et on va entrer comme ça en couches successives dans l'histoire du pays, dans l'histoire de la guerre entre l'Ukraine et l'Union soviétique, la Russie de Poutine, qui court toujours. Et on va voir, comme Oksanen le fait dans plusieurs de ses romans et de façon, notamment dans Purge, absolument extraordinaire, elle montre bien l'influence de l'histoire avec un grand H sur la vie des petites gens qui n'ont pas ce type de réflexion sur l'histoire, mais qui se trouvent simplement portés, ballottés par des événements tragiques. Donc, Le Parc à chiens de Sophie Oksanen. De Patricia Melo, une auteure brésilienne, Gog Magog, un tout petit roman qui semble plonger de plein fouet dans la crise brésilienne, pas seulement évidemment celle provoquée par le COVID, mais l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir et la déliquescence jusqu'à un certain point de la société brésilienne. Tout ça s'incarne dans deux personnages qui habitent l'un au-dessus de l'autre dans un immeuble de Sao Paulo. Un professeur de biologie qui souffre, mais vraiment traite beaucoup du bruit que fait son voisin. Et c'est tout à fait anodin, mais ça va prendre des proportions symboliques. Le bonhomme va devenir carrément fou, va assassiner le voisin. Là, je ne vous vends pas de punch, on est au tout début du livre. Et on va accompagner donc cette plongée dans la folie à partir simplement du bruit causé dans l'appartement du dessus. On pourrait penser que le bonhomme est tout simplement déséquilibré, mais plus on va entrer dans le roman, plus on va entrer dans les déséquilibres de la société brésilienne elle-même. Donc, un roman qui n'est pas sans humour, même si le sujet en est très dur. Donc, Gog et Magog de Patricia Melo chez Actes Sud. Toujours chez Actes Sud, et peut-être dans un registre, mais complètement différent, à l'opposé de celui dont je viens de vous parler, le nouveau roman de Hiro Arikawa, Au prochain arrêt. C'est une auteure qui avait fait un énorme succès avec son roman précédent, Les Mémoires d'un chat. C'est plus léger, mais ça n'est pas nécessairement... J'hésiterais à appeler ça un feel-good book, mais si je vous raconte l'histoire, vous allez dire, mon Dieu, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. Un roman choral autour de plusieurs personnages qui prennent le train entre deux arrêts très précis chaque matin, la routine du métro, boulot, dodo, mais qui vont, justement, plutôt que d'ignorer les gens qui sont assis près d'eux dans le train de chaque matin, de chaque soir, ils vont commencer à se parler les uns aux autres et dans chacun de leur vie, certains ont des petites histoires, d'autres ont des tragédies qui se passent dans leur vie, va se tisser un réseau de relations entre ces gens qui va les aider à tout simplement vivre chacun leur vie. Donc, Au prochain arrêt de Hiro Arikawa, chez Actes Sud. On retourne dans un roman beaucoup plus âpre, le nouveau livre de Chadort Javan, une romancière française d'origine iranienne, et ses êtres sans pénis, un roman coup de poing sur l'Iran,
l'Iran des Mollahs, l'Iran de Khomeini, qui a forcé Javan, lorsqu'elle avait 13 ans, à quitter le pays parce qu'elle avait participé à une parade, une manifestation pour protester contre le régime, et donc à 13 ans se trouve exilée en France. Et dans ce roman, elle a trouvé le moyen d'entrer de façon subreptice dans le pays qu'elle a fui et va faire le portrait de plusieurs femmes iraniennes qui toutes ont été prises à partie par le régime, par la société dans laquelle elles vivent. Et Javan en profite pour faire un retour autobiographique sur sa propre histoire. Donc, elle est née dans une famille où son frère est mort-né, donc le premier fils de la famille est mort, et elle a le mauvais goût, dit-elle, d'arriver en deuxième, ce qui ne plaît évidemment pas à son père, et elle va donc toute sa vie payer pour être arrivée en premier dans la famille. Ça ne se fait pas. Donc, Javan en profite pour régler des comptes, notamment avec les féministes ou les néo-féministes occidentales qui ont décidé que dans toute la discussion autour du voile et de l'islamisme, qu'il fallait prendre résolument parti pour l'antiracisme, et qui décide de tourner la tête et de ne pas trop parler de la condition des femmes iraniennes. Donc, elle est vraiment très en colère par rapport à ça et, comme je le disais, règle ses comptes dans ce livre, donc très fort, et ses êtres sans pénis, chez Grasset, de Chadort Javan. Encore une fois, je vais aux extrêmes. On est dans un roman qui, lui, nous parle de la fin de l'adolescence, avant l'été. Le nouveau roman, La Nouvelle Brique, de Claudie Gallé, qui avait triomphé en 2009 avec son roman Les Déferlantes, un des très, très grands succès de ces dernières années. Donc, dans celui-ci, on est à la fin, au milieu des années 80, pardon, et une bande de copines qui vient tout juste d'entrer dans l'âge adulte, qui vivent en province, vont commencer à expérimenter, je dirais, la dérive des amitiés qui sont nées à l'adolescence, à l'école. Les choses de la vie font que, tranquillement, elles vont s'éloigner, et en particulier deux des personnages, les deux personnages principaux, vont mesurer l'écart assez rapidement qui les amène à se séparer, enfin, de mettre fin à leur amitié. Donc, Avant l'été, de Claudie Gallé, chez Actes Sud. Toujours chez Actes Sud, cette fois-ci, on est dans l'Espagne contemporaine, entre Barcelone et Cambrils, au moment des attentats. Un roman qui aurait pu être classé en roman policier, parce qu'il y a effectivement une intrigue, un meurtre, il y a une enquête, mais le roman est plus axé sur, et on revient un peu au thème du livre de Sophie Oksanen de tantôt, après la guerre civile et l'arrivée de Franco au pouvoir, la société espagnole va se fermer complètement sur elle-même, et le crime qu'on essaie de résoudre aujourd'hui trouve ses racines dans les événements qui sont arrivés tout de suite après la fin de la guerre d'Espagne. Donc, un roman policier, historique, mais c'est le premier de ce genre dans l'œuvre de Javier Cercas. Je n'ai pas donné le titre et je n'ai pas donné l'auteur. Terra Alta, donc de Javier Cercas, chez Actes Sud. Un petit récit autobiographique de la grande Agatha Christophe, qui nous a donné Le Grand Cahier, la trilogie du Grand Cahier, une auteure d'origine hongroise qui a fui à l'âge de 21 ans au moment de l'intervention soviétique à Budapest en 1956. Elle est partie avec son père trouver refuge à Neuchâtel en Suisse, et arrive en Suisse à 21 ans sans parler un seul mot de français, et va dans les années qui vont suivre, apprendre le français et faire une œuvre littéraire, une œuvre théâtrale d'importance, traduite dans plus d'une trentaine de langues. Et ce tout petit récit nous amène en 11 très courts chapitres dans l'expérience de l'exil, donc quitter le pays natal, n'avoir absolument aucun intérêt pour l'apprentissage des langues et se retrouver à devoir en apprendre une toute nouvelle alors qu'on est déjà adulte. Et non seulement faire ça, mais en plus
faire œuvre littéraire. Et dans la section qui est consacrée à quelque chose qui est quand même exceptionnel, arriver à donc faire une œuvre et qui a du poids dans une langue que l'on ne maîtrise pas. Et Agatha Christophe nous raconte que le drame son drame à elle là-dedans, c'est qu'elle a fini par ne plus maîtriser sa langue maternelle en se plongeant entièrement dans sa tentative de maîtriser le français, mais qu'elle n'a jamais senti qu'elle avait vraiment bien appris la langue alors qu'elle a fait une œuvre littéraire considérable. Donc, ce genre de entre-deux, elle met les mots là-dessus et c'est un magnifique récit. Donc, L'Analphabète d'Agatha Christophe, c'est aux éditions Zoé. On s'en va en Irlande avec John Boyne, un écrivain de plus en plus qui connaît de plus en plus de succès. Son avant-dernier roman, ses 2 derniers romans, L'audacieux Monsieur Swift et Les fureurs invisibles du cœur, ont été de grands succès. Il n'est pire aveugle tombe à point dans l'actualité. Une histoire très noire, l'histoire d'un jeune homme qui, dans les années 70, en Irlande, décide, et pour le plus grand plaisir de sa famille, puisque c'est un honneur, de choisir, il décide de choisir la prêtrise entre, non pas au pensionnat, mais donc à sa formation pour devenir prêtre. Et on revient évidemment ces années-ci et on tombe évidemment dans la découverte de toutes les exactions que les prêtres catholiques ont fait subir à leurs ouailles dans l'Irlande des années 50, 60, 70. Et notre personnage principal, lui, qui n'a jamais commis de ces actes, qui pense n'avoir jamais été témoin d'aucune exaction, va finir par se souvenir, enfin, il y a des événements qui vont remonter à la surface qu'il avait bien réprimés et va se retrouver pris dans ce tourbillon. S'il sort du pensionnat, la société le réprouve. S'il y reste, lui-même commence à se rendre compte qu'il a peut-être été témoin par son inaction de ces exactions. Donc, un roman qui nous plonge vraiment dans une actualité brûlante à l'heure des pensionnats autochtones. John Boyne, Il n'est pire aveugle, aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis pour l'été, un roman plus léger de William Boyd, le grand écrivain anglais, Trio, un autre roman qui se passe après le magnifique roman de Jonathan Coe le mois dernier, qui se passait dans le monde du cinéma hollywoodien avec Merci, M. Wilder. Cette fois-ci, on est dans un tournage tout à fait fictif dans l'Angleterre des années 60, donc très précisément en 1968, alors que le monde est à feu et à sang, que la révolution pointe dans la plupart des pays européens. Eh bien, à Brighton se tient un tournage et c'est comme si c'était une bulle protégée du monde qui s'effondre, dirait-on, autour d'eux. Et les 3 personnages principaux, donc, c'est le réalisateur, enfin le producteur du film, Talbot Kidd, qui est malheureux dans son mariage parce qu'il est homosexuel et va essayer, ou en tout cas va tenter un coming out en 1968. Sa femme, qui a été saluée lorsqu'elle a publié son premier roman comme possiblement une nouvelle Virginia Woolf, n'a plus rien produit par la suite et elle est dans un vague à l'âme et elle va plonger encore plus lorsque son mari va lui faire ses révélations. Il y a toute une histoire avec la CIA qui vient au milieu du tournage, donc l'impression d'un roman un peu burlesque de William Boyd, comique en tout cas, pour l'été, Trio, aux éditions du Seuil. J'aimerais aussi vous pointer une série de titres. Oh, j'oubliais la dernière, mais non la moindre, Mélisse de Kerangal, Canoë, chez Vertical. Une série de nouvelles ou de novellas, 7 textes, c'est un peu difficile à décrire, même des critiques que j'ai pu lire, un genre d'exercice de style autour de la voix. Donc, elle a inventé 7 personnages et tente de raconter leur histoire à partir des voix de ces personnages. Donc, elle va modifier son style, je pense bien, autour de chacun de ces personnages. Et en plein milieu du recueil, elle a planté la nouvelle la plus longue, qui est carrément un petit roman qui s'appelle Mustang, et qui, lui, pour le coup, est plus autobiographique, qui raconte la vie de Mélisse de Kerangal lorsqu'elle habitait aux États-Unis. Donc,
ça semble un peu brouillon, là, ce que je viens de dire, j'ai l'impression, mais on en parle, cela dit, dans plusieurs des critiques que j'ai lues, comme de son meilleur livre à date, alors que Réparer les vivants, à l'époque, qui avait aussi été adapté au cinéma, et puis Naissance d'un pont, qui avait carrément obtenu le prix Médicis en 2010, bien cette fois-ci, elle aurait, semble-t-il, se serait dépassée elle-même avec ce livre, donc Canoë chez Vertical. Donc, cette série de livres que je veux, dont je veux vous dire quelques mots, un essai, un récit d'Ariane Chemin, à la recherche de Milan Kundera aux éditions du Sous-sol. Ariane Chemin est grande reporter au Monde et avait envie de faire ce livre sur Kundera, mais Milan Kundera refuse toute entrevue. Il n'en a pas donné, il n'est apparu ni à la télé ni à la radio depuis 1984 et l'insoutenable légèreté de l'âge. Donc, c'est vraiment impossible de se saisir de Kundera. Il ne vous parlera pas. Donc, Ariane Chemin, ne pouvant avoir l'auteur, a décidé de faire toute une recherche auprès de ses proches, auprès de ses ex-étudiants, lorsqu'il enseignait à Lyon, lorsqu'il est arrivé en France après son exil de Tchécoslovaquie. Et elle s'est rendue en Tchécoslovaquie pour parler avec les gens avec qui il est allé à l'école, avec des proches, et a essayé, in abstentio, de faire le portrait de Kundera. Donc, on l'accompagne sur les chemins de France et de Tchécoslovaquie, Ariane Chemin, à la recherche de Kundera. Le nouveau recueil de critiques et d'articles de Frédéric Beigbeder sur la littérature. Après, il en avait écrit 2 autres, et cette fois-ci, ça s'appelle Bibliothèque de survie. On peut penser ce qu'on veut du Beigbeder romancier. Je ne suis pas toujours fan, personnellement, de ses romans. En fait, j'en suis assez peu fan. Par contre, je dois dire que, comme critique, comme auteur parlant de livres de littérature, il fait souvent ma joie, ce qui est le cas aussi dans celui-ci, où il nous parle, entre autres, de Philip Roth, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes, Simon Liberati, Thomas Mann ou Romain Gary. C'est vraiment un grand plaisir et ça donne envie de lire les livres des auteurs dont il parle. Donc, Frédéric Beigbeder, c'est aux éditions de l'Observatoire Bibliothèque de survie. Le petit annuel désormais des éditions Équateur, des éditions parallèles, collection Équateur, c'est Un été avec. Il y a 3 ans, Sylvain Tesson en avait fait un qui était devenu carrément un best-seller, Un été avec Homère. Cette fois-ci, il a rassemblé les textes qu'il avait écrits pour cette série à la radio française, donc Un été avec, et il se consacre à Rimbaud. Donc, on s'attend à ce que ce soit aussi le succès, parce que Sylvain Tesson a entre-temps écrit aussi le magnifique La Panthère des neiges, pour lequel il a eu le prix Renaudot. Donc, ça va sûrement faire du bruit. Un été avec Rimbaud. Un court roman de Simon Less, le grand essayiste, romancier belge, décédé il y a quelques années. C'est cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et plutôt que de vous parler de l'avalanche de livres autour de Napoléon, je préfère vous parler de celui-ci, publié pour la première fois en 1986, mais depuis longtemps indisponible. Et Simon Less a décidé de confronter le mythe Napoléon à la réalité. Sauf qu'il ne le fait pas en faisant un essai, en faisant une recherche historique, il fait carrément un roman autour de Napoléon qui, grâce à des complices, s'est fait remplacer à Sainte-Hélène par un sosie et qui va donc, en catimini, se rendre en France, non pas pour tenter une 2e reprise du pouvoir, mais pour tout simplement vivre ses derniers jours en France, mais dans une France qui, après son règne, va tout de suite mythologiser le personnage. Et Napoléon va donc se retrouver dans des villes où il n'est jamais allé, mais où on trouve des plaques qui nous jurent que Napoléon s'est arrêté ici lors de telle campagne, etc. Donc Napoléon va être confronté à son propre mythe de son vivant, alors qu'il va passer évidemment complètement incognito, puisque à l'époque, on sait vaguement de quoi il a l'air, mais on ne peut pas le reconnaître sur les routes. Donc, un angle original, il me semble, pour parler du mythe Napoléon. La mort de Napoléon, de Simon Less, c'est aux éditions Espace Nord. Dans la collection Tracts chez Gallimard, un tout petit texte de Alessandro Baricco, Ce que nous cherchons, 33 fragments. C'est vraiment très, très court, mais c'est, vous savez, tous ces textes qui ont été publiés, parfois à tort, il me semble, autour du COVID, c'est-à-dire des textes écrits à froid par
plein d'écrivains, d'auteurs, de personnalités qui nous parlaient de mais que fait-on, que sera le monde d'avant, etc. Barico, il va de façon beaucoup plus subtile dans et parle de tout, de philosophie, de société, de santé, de littérature. Vraiment de très, très beaux textes de Barico autour de ce COVID qui perdure, donc ce que nous cherchons chez Gallimard. L'édition de textes originaux du journaliste qui était Vassili Grossman pendant les années de guerre. Ça s'appelle donc Années de guerre, chez Autrement. Des textes qui ont constitué, et parfois aussi ce sont de petits textes de fiction, ici et là, des récits de ces rencontres à travers ces années de guerre qui vont lui servir à écrire son chef-d'œuvre, Vie et destin, qui paraîtra à la fin des années 40, au début des années 50. Donc, un must pour l'histoire littéraire, Années de guerre de Vassili Grossman chez Autrement. Et toujours dans un contexte d'histoire littéraire, le travail de Julie Wolkenstein, qui est une écrivaine, mais qui est aussi traductrice et qui s'est attaquée à la traduction, à la retraduction de toute l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald. Donc, après Gatsby le Magnifique et Tendre la nuit, elle s'est consacrée à ce roman méconnu, en tout cas moins connu, de Fitzgerald, de Beau et maudit, qui a été disponible ici et là depuis sa parution en français, mais qui, étant moins connu, a longtemps été épuisé. Donc, cette nouvelle version d'un essentiel de Fitzgerald, Beau et maudit, aux éditions POL, de Julie Wolkenstein. Voilà, c'était les incontournables du mois de juillet en littérature étrangère. On se revoit à l'automne pour la rentrée littéraire. Bon été! Bonjour, mon nom est Mike Seviano, je suis responsable de la section adulte. Aujourd'hui, je vous présente nos incontournables de la salle de montre de juillet. Alors, en polar, bien sûr, en littérature policière. Donc, je commence avec un premier titre qui est Petite fille de Romy Hausmann, un premier roman traduit de l'allemand chez Actes Sud. Il y a une tendance depuis quelque temps à faire un genre de trailer de personnes qui sont enfermées, isolées, séquestrées. Alors, les romans d'enfermement, je pourrais dire, sont assez populaires, fait partie exactement de ça. C'est une jeune fille qui est isolée, séquestrée par son père et qui finit par s'en sortir, ou du moins qui finit par se sauver. Je ne dis pas qu'elle s'en sort nécessairement, mais elle se sauve. Et bien à ce moment-là, c'est tout ce qu'elle vit avec son père qui contrôle tout ce qu'elle va manger, tout ce qu'elle va mettre, tout ça, c'est ses habitudes de vie, tout ça. Et elle réussit par un moment un peu d'inattention à se sauver. Mais c'est pas juste de se sauver, c'est après bien, réussir à avoir de l'aide. Et c'est littéralement le sujet. Le roman est intéressant parce que le roman aborde le sujet d'une façon beaucoup moins spectaculaire que d'autres romans, je dirais, l'ont fait. Beaucoup plus intense au niveau de la psychologie du personnage. On est beaucoup plus près du personnage, beaucoup plus près de la victime. Donc, il y a cette tendance-là, comme je vous dis, là, ce genre de thriller d'enfermement. C'en est un autre, mais qui donne quand même quelque chose assez bien au niveau du résultat. Avec une bonne structure, une bonne écriture, c'est bien soutenu. Alors, on se demande bien qu'est-ce qui va se passer. Nous avons le cas de Katharina, de Jorn Liar Horst. C'est du norvégien, pardonnez mon norvégien, il n'est pas encore tout à fait à point, chez Gallimard. Cet auteur-là n'est plus à présenter. C'est lui qui, entre autres, précédemment, nous avait donné un roman qui s'appelait Fermé pour l'hiver, qui avait eu un très bon succès. Les lecteurs de polar avaient beaucoup aimé, la presse avait beaucoup aimé également. Dans celui-ci, c'est encore une fois, je crois, une valeur sûre pour les lecteurs qui veulent avoir un roman qui se passe, je dirais, un peu en deux temps. C'est-à-dire qu'on a une enquête actuelle sur une disparition qui s'est passée il y a plus de 24 ans. Dossier est réouvert parce qu'il y a de nouvelles preuves, de nouvelles situations qui font qu'on va réouvrir le dossier. L'avantage, c'est que l'auteur est un ancien inspecteur. Donc, vraiment, tout ce qui est traité, tout ce qui est présenté, les termes, les situations, c'est très plausible. Il les a vécus, il les connaît. Donc, on a vraiment à ce moment-là un aspect
extrêmement fort au niveau du réalisme. Et ça, bien, je pense que déjà pour Fermé pour l'hiver, déjà pour Les Disparus de Lisbeth aussi également, ça avait été une bonne impression de la part des lecteurs. Le cas de Katharina, Katharina étant justement le personnage disparu il y a plus de 24 ans et que l'on va tenter de pas nécessairement retrouver, ou du moins d'essayer un peu plus d'éclairer cette disparition et de mettre en lumière les raisons de cette disparition. Toujours un polar là, à la sauce norvégienne, je pourrais dire, là, froid, bien détaillé. On n'est pas du côté du Nesbø, même si on est du côté norvégien, mais on n'est pas dans le graphique totalement du côté de Nesbø. Mais attendez-vous quand même à avoir des scènes quand même assez explicites, je dirais, assez bien détaillées. Pour ça, on reste du côté scandinave. Encore une fois, mon suédois est parfois un peu chambranlant. Niklas Natt-Hordag, le 1794. Il nous avait donné 1793 précédemment, il y a environ 2 ans. Il rappelait qu'avec 1794, c'est éventuellement, bien sûr, nécessairement la suite du premier. On a ici un roman historique qui se passe en 1794, tout simplement, qui tourne autour de la révolution qu'il y a eu à Stockholm et en Suède à propos de la monarchie. Donc, il y a un décor, une toile de fond qui parle littéralement d'histoire, et c'est un aspect de l'histoire qu'on connaît moins. L'histoire suédoise, les rapports révolutionnaires envers la monarchie, tout ça, on ne connaît rien de ça, ou pas du tout, si on n'est pas intéressé à la Scandinavie. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman insère dans tout ça des éléments de disparition. Il y a eu des disparitions. Les disparitions sont bien sûr liées au mouvement révolutionnaire et tout ça. Et ça permet de connaître une certaine partie de l'histoire tout en ne lésinant pas, je dirais, sur la pertinence de l'écriture roman policier. Donc, il y a une structure, il y a du suspense, il y a une action qui est continue. Et dans tout ça, l'auteur se permet de nous renseigner sur l'histoire de la Suède. C'est bien écrit, ce n'est pas du tout lourd, ça se lit très bien. Le premier était vraiment emballant. Le deuxième est dans le même ton, dans la même veine, dans la même fluidité de l'écriture. Donc, si vous aviez pris le 1793, je dirais le 1794, ça va de soi, là, il faut le prendre parce qu'il y a des lecteurs de votre côté qui vont sans doute le demander. Il était un peu prévu, mais pas vraiment attendu. Il est là. Donc, les lecteurs qui ont aimé le 1793 vont aimer celui-ci. Chez Sonnetin, 1794, Niklas Natt-Hordag. Voilà. On s'en va du côté de la France. Inconditionnel de Marlène Scharin. Là, on est dans, encore une fois, ici, un thriller d'enfermement. Découverte de corps de jeunes filles disparues et qu'on retrouve. Et étonnamment, l'enquête semble se terminer là parce que l'agresseur, le bourreau, a été abattu. D'emblée, je vous vends pas le punch, c'est écrit dans le 4e de couverture, c'est annoncé rapidement. Donc, qu'est-ce qui motive l'écriture de ce roman-là? Qu'est-ce qui motive la lecture d'un roman comme ça, si on semble tout savoir au début? C'est qu'il y a des doutes du côté des inspecteurs et du côté des maires, et on s'aperçoit que peut-être ce fameux bourreau assassiné, abattu, n'est pas le bourreau, en fait, n'est pas celui qui a causé la disparition et la mort des victimes. Donc, l'enquête doit être réouverte. Et là, à ce moment-là, on part complètement dans un autre champ, on part sur une autre route pour l'enquête, savoir, mais finalement, s'était-on trompé de bourreau, de coupable? C'est intéressant, c'est bien écrit. Roman français qui a l'avantage, je dirais, de bien suivre les règles de l'écriture du polar, de l'écriture policière, des personnages imposants, des personnages forts, un rythme qui, je vous dirais, est vraiment bien mené. Le genre de lecture d'été.
Vraiment un polar d'été qui se lit bien, bien écrit, qui est pas du tout qui abandonne pas du tout son lecteur. Alors à ce moment-là, qu'il l'amène avec lui tout au long, tout au long de la lecture. Un beau roman intéressant. Marlène Charine, Inconditionnel, chez Calman Lévy Noir. Voilà. Littéralement, le roman d'été, là, vraiment, là, pour les lecteurs, les lectrices là, qui veulent s'installer sur le bord de la piscine en fin de journée. On a ici Les voisins de Fiona Cummins, celle qui nous avait donné L'Ossuaire précédemment. Donc, on a un nouveau, c'est du polar domestique. Littéralement. Donc, ça se passe dans une maison, un couple qui aménage dans une nouvelle maison, mais on s'aperçoit que il y a des trucs qui s'est passé. Le jour de leur aménagement, ils tombent en pleine frénésie médiatique. Un tueur en série vient de frapper dans les bois derrière l'avenue. Donc, cette maison-là va être le décor vraiment de cette situation dramatique d'un tueur en série qui se promène pas loin. Ils sont arrivés, ils viennent d'aménager dans cette maison et on a vraiment tout cet univers-là. C'est pour les lecteurs qui aiment vraiment les thrillers domestiques. Il y en a beaucoup. Alors, ceux qui ont aimé La Veuve, La Coupure, entre autres, ce genre de roman-là qui se passe littéralement dans une maison avec une famille victime, des situations où on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, on peut présumer un peu la fin. On n'est pas dans le roman, dans le polar historique. On est vraiment dans l'écriture, j'ose pas dire légère, j'aime pas le terme, mais allégée. Disons, plutôt, appelons ça comme ça. Le genre de roman qui se lit très bien, très rapidement, qui a l'avantage d'être efficace, parce que oui, c'est le genre de polar qui suit les règles, avec la victime, avec le supposé coupable, avec les fausses pistes, avec les déroutes. Et une fin toujours un peu prévisible pour nous amener bien nécessairement ailleurs, pour ne pas nous décevoir à la fin. Donc oui, efficacité, vraiment est le mot pour ce genre de roman-là. Littérature d'été, littérature plaisante, littérature plus légère, avec bien sûr pas un élément trop graphique pour les lecteurs là, qui ne veulent pas avoir trop de scènes morbides, tout ça. Je pense que ça convient très bien. Les voisins, Fiona Cummins, du côté de Slakin et compagnie. Un autre titre beaucoup plus lourd dans les deux termes, c'est-à-dire au niveau de l'épaisseur et au niveau du récit, c'est le Cemetery Road de Great Eyes. On est chez Actes Sud. L'auteur nous avait offert une trilogie qui avait commencé par Brasier Noir. Sans doute, vous les aviez commandés, vous les aviez mis à vos bibliothèques. Gros succès pour cette trilogie-là, qui se passait encore une fois du côté du Mississippi toujours. Ici, c'est la même chose. C'est un titre à part, donc c'est un opus à part. Ça se passe du côté du Mississippi. Trame de base, je dirais, assez commune. Un personnage qui vivait dans le Mississippi dans sa jeunesse, a quitté pour aller travailler, je crois, du côté de Washington, si je me souviens bien. Et son père, faisant de l'Alzheimer ou du Parkinson, doit revenir dans sa petite ville du Mississippi, retrouver son amour de jeunesse qui, elle, a marié un gros magnat riche de la région, mais ça se dédlingue. Bien sûr, c'était pas là pour rester beau et avec un beau fini, ça se dédlingue, et c'est là que je crois que la particularité de l'auteur et la finesse de l'auteur entre en jeu, c'est-à-dire que pour une situation de base assez simpliste comme ça, qu'on a pu voir dans un paquet de romans ou dans un paquet de films policiers, qui se passe rapidement au début, il faut que pour tout le reste, il y ait vraiment une structure et il ne faut pas avoir trop de redites. Et c'est là que ça devient intéressant parce que l'auteur permet vraiment de bien manier l'histoire, bien manier le suspense
pour développer vraiment plein d'éléments liés au lieu, au personnage lui-même. Belle psychologie du personnage qui est très bien développée, avec bien sûr à ce moment-là un paquet je m'en allais dire d'éléments rocambolesques, mais on n'est pas dans le rocambolesque. C'est-à-dire une série de situations qui viennent alimenter le suspense pour donner vraiment toute une facette très particulière et très personnalisée au récit. Ça sent le Mississippi. Il prend le temps de bien décrire, de bien montrer les endroits, de bien expliquer tout ce qui se passe pour c'est immersif. C'est un roman qui se veut immersif. Si d'autres romans, exemple Les Voisins, est un roman qui se fait beaucoup plus à distance, on est vraiment des lecteurs d'une situation. Ici, on n'est pas tout à fait les acteurs, mais on est vraiment entré dans l'histoire. Il prend le temps de nous immerger dans cette histoire. Donc, Cemetery Road de Greg Eyes chez Actes Sud, un incontournable pour vos bibliothèques. Gilles Blount, on est avec Grand Calme chez Sonatine. Je vous propose 2 titres qui vont avoir une attitude un peu plus polaire si on était du côté du Mississippi, dans la chaleur du Mississippi. Là, on s'en va dans le froid au nord complètement de l'Ontario. Une enquête, une équipe de recherche qui travaille de ce côté-là. Et bien sûr, quand on est complètement isolé dans la zone quasi polaire au nord de l'Ontario, ben c'est la solitude, c'est le huis clos en même temps. Et ben ça va se passer un peu différemment, bien sûr. Ça ne sera pas simple. Ce roman-là ne racontera pas nécessairement la banale vie quotidienne de ces chercheurs-là. Et ben, des disparitions et des découvertes de morts. Donc, on va commencer à enquêter. Dans un milieu fermé, dans un milieu dépeuplé, je dirais. Et alors, à ce moment-là, c'est pas la majorité c'est pas la particularité, c'est qu'on n'a pas une grande quantité de potentiels coupables, tout ça. Et tout tourne autour de ça. C'est cette notion-là, et ce que je trouve intéressant, lui, comme le prochain livre que je vais vous montrer, cette façon que les auteurs, au niveau du polar, beaucoup, et pour ne pas faire un jeu de mots, là, le polar polaire, c'est vraiment ça, ont de créer une certaine forme de huis clos, mais dans un espace totalement ouvert. Beaucoup de romans qui, entre autres, se passaient, entre autres, au Groenland, tout ça. Ce sont les grands espaces, c'est vraiment la nature, c'est vraiment le côté beaucoup plus sauvage, en même temps, quelque part. Donc, l'extérieur, mais comment cet extérieur-là parvient à étouffer le lecteur, à le contraindre à un lieu précis, et ça donne vraiment tout un impact assez intéressant, tout un univers vraiment intéressant. Pour lecture d'été, pour les gens qui veulent peut-être un peu se rafraîchir là, pour les canicules d'été, Grand Calme, Gilles Blount, du côté de Sonatine. Je vous en parlais justement, je vous présente Solac de Caroline Hinault chez Rouergue Noir. Encore une fois, un peu le même truc. On est dans l'île de Solac, au nord, dans le cercle polaire arctique. Des chercheurs qui sont là et arrive une recrue, un nouveau soldat qui arrive sur les lieux. Ils sont vraiment isolés et des doutes rapidement sont avancés sur cette recrue, ce nouvel arrivant. Et il se passe un paquet de situations qui viennent, oui, prouver ou confirmer que les doutes étaient bien viables, tout ça. Un roman, vous remarquez, quand même assez mince, donc, et qui se passe, encore une fois, dans la nature à l'extérieur. Et en même temps, bon, ben, ils ne passent pas leur temps à l'extérieur, alors sont vraiment enfermés. Encore cette notion de huis clos qui joue sur l'intérieur des rapprochements et l'extérieur qui peut être étouffant, mais dans un rythme extrêmement soutenu. Donc, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas beaucoup de périodes d'allègement de lecture, je pourrais dire. Elle a un rythme vraiment intéressant. Quelqu'un qui voudrait un peu se dépayser.
encore une fois, se rafraîchir, mais qui ne veut pas avoir une lecture trop lourde, trop complexe, je pense que ça s'applique bien. Ce serait un petit, ici, là, je dirais, pour vos bibliothèques, ce serait le petit roman un peu différent, un peu à part, là, qui viendrait peut-être charmer une couple de vos abonnés de bibliothèque. Je parle, avant-dernier titre, Ébloui par la nuit de Jakub Zulczyk. C'est polonais. Donc, encore une fois, je m'excuse, mon polonais est aussi avancé que mon norvégien. On est chez Rivage Noir. Là, on a vraiment ici, je dirais, le polar sideline, c'est-à-dire le marginal, le différent. Ça se passe à la base du côté de Varsovie, un personnage complètement éclaté qui décide de se retrouver du côté de l'Argentine. On a tout un monde interlope, on parle de drogue, on parle de magouille, on parle de malfrats. On veut vraiment ici avoir un ton très nerveux. C'est écrit vraiment avec une plume très essoufflante. Et ce l'est également pour le lecteur. Mais ça vient nourrir un peu cette attitude un peu particulière du personnage, cette quête un peu éperdue d'un personnage qui lui-même est très perdu puis qui essaie de se retrouver entre Varsovie et Buenos Aires avec des gangsters, avec des dealers. C'est très bien amené, vraiment. Ça peut être un peu contraignant ou du moins inquiétant, je pourrais dire, que cet univers-là vraiment éclaté et marginal soit traité dans un roman quand même aussi épais, mais ça coule de source. Cette écriture-là, cette nervosité-là, cette rapidité-là, la façon que c'est amené, la façon que les personnages sont décrits, les lieux, tout ça, c'est hyper efficace. Vraiment, c'est agréable. Et là, peut-être ici qu'on ira chercher un lectorat un peu plus jeune, avec le sujet, avec le type d'écriture, tout ça. On s'entend pour dire que les voisins de Cummins, dont je parlais tantôt, c'est pas tout à fait le même lectorat. On pourrait être surpris, oui, mais là, on a un lectorat un peu différent ici, beaucoup plus jeune. Donc, s'il y a des jeunes abonnés dans vos bibliothèques qui pourraient être intéressés par le polar, ce serait une belle option. Ils pourraient aller chercher à l'intérieur de Ébloui par la nuit. Dernier titre que je vous présente, je l'attendais puis il est arrivé juste à temps pour vous le présenter pour cette capsule-ci. C'est Invisible et la pluie de Tetsuya Honda, celui qui nous avait offert Rouge et la nuit et Cruel et le ciel. C'est le 3e opus de cette série-là, je pense qu'il y en aura 8 en tout. Cette enquêtrice qui est du côté de la police de Tokyo, extrêmement bien écrit du côté de Rouge et la nuit. Cruel et le ciel était intéressant, peut-être moins impressionnant que Rouge et la nuit. Ça vient tout juste d'arriver, donc oui, mea culpa, j'ai pas eu le temps de le lire, mais par la description, en le feuilletant, en regardant le récit, on s'aperçoit qu'on va avoir quelque chose qui va, oui, à côté, le Rouge et la nuit et quand même Cruel et le ciel, c'est dans la lignée. La particularité de cet auteur-là, c'est que ses personnages évoluent beaucoup. Donc, ce n'est pas un enquêteur qui va évoluer au bout de 4, 5, 6 romans. C'est vraiment à ce moment-là, déjà dans le 3e, on voit que le personnage de l'enquêtrice a beaucoup évolué, s'est beaucoup transformé. Elle fait face à ses propres démons, comme elle le faisait dans Rouge et la nuit, mais ici encore plus. Il y a vraiment une mise en question, une remise en question qui se fait du côté du personnage. Si on se fie à Rouge et la nuit, s'il y a des gens qui l'ont lu, si vous l'aviez pris pour vos bibliothèques, si Cruel et le ciel avait été également pris, c'est sûr que vous allez avoir des demandes parce que là, vraiment, on est dans une série, on est dans une intensité et la particularité, c'est que c'est extrêmement bien décrit. C'est très graphique également, donc cœur sensible, s'abstenir par moment. Mais de l'autre côté, et c'est ce qui manque dans beaucoup de polars, la psychologie des personnages est extrêmement détaillée. Ça peut être un peu impressionnant parfois la façon qu'on les explique parce qu'au niveau de la hiérarchie, entre autres dans la société japonaise et encore plus dans la police japonaise, c'est extrêmement fort. Mais la façon que c'est écrit, la façon que c'est expliqué, c'est très clair pour nous.
Oui, il faut s'adapter un peu à cet univers-là. C'est très, très bien amené. Le récit est bien amené, c'est fluide, ça se lit bien. C'est un plaisir de lecture. Ces romans-là sont bien faits et ils ont été portés au cinéma. Entre autres, celui-ci, j'ai vu en 2013, Invisible et la pluie a été porté au cinéma. Je parle de 2013. Oui, ce titre-là est sorti au Japon en 2013. Donc, on se dit que ça fait déjà un petit bout de temps et que les autres livres, j'en ai parlé de 8, sont déjà écrits. Mais les ateliers Aka Tombo, qui se spécialisent dans l'écriture, en fait, dans les écrits japonais. Au début, beaucoup plus au niveau des polars et des romans policiers japonais. Mais maintenant, de plus en plus, on va voir apparaître d'autres genres. La littérature érotique, littérature de science-fiction, de l'imaginaire également, demeure malgré tout, les maisons d'édition demeurent malgré tout fidèles à son mandat de publier des romans policiers japonais. Particularité intéressante, ce sont des romans qui sont traduits du japonais au français. Donc, très souvent, les romans asiatiques que l'on reçoit, particulièrement japonais, sont traduits en anglais et traduits en français. Avec cet atelier-là, avec cette maison d'édition-là, les ateliers Akatombo, c'est traduit directement en français, donc pas une perte de génération, pas une interprétation de la traduction, c'est directement fait en français. Invisible et la pluie de Tetsuya Honda, sans doute un incontournable, vous allez vous le faire demander inévitablement. Alors voilà, c'était les incontournables pour la littérature policière, les polars pour notre salle de monde de juillet. Mon nom est Mike Seviano. On se retrouve, nous, en septembre prochain et on se dit, pour l'instant, bon été, à la prochaine. Bonjour, mon nom est Mario de la librairie Monet. Je suis libraire de la littérature générale et je vais vous présenter aujourd'hui nos incontournables du mois de juillet pour le théâtre et pour la littérature de l'imaginaire. Donc, commençons tout d'abord avec le théâtre. Théâtre étranger, Daniel Pénac, Bartleby, mon frère. En gros, c'est une adaptation du roman qu'il avait écrit sur son frère, qui s'appelait Mon frère, où est-ce qu'il rapprochait la figure de Bartleby de Melville à son frère, tout en faisant référence à la nouvelle de Melville qu'il aimait bien quand il était enfant avec son frère qui est décédé du cancer. Donc ici, vraiment une adaptation théâtrale, donc on va avoir des scènes, des projections d'un film, des scènes en coulisses et des scènes plus intimes entre lui et son frère. Je pense que c'est un gros incontournable, étant donné que c'est Daniel Pénac, ça reste un roman très intime qu'il avait écrit, donc là c'est l'adaptation théâtrale. Je pense que c'est quelque chose à avoir en bibliothèque. Les incontournables pour le théâtre québécois. Commençons d'abord avec un collectif, Le besoin fou de l'autre chez Atelier 10. Petite anthologie du théâtre québécois durant la pandémie de COVID-19. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bien à avoir en bibliothèque. La raison, c'est parce que, comme vous le savez, là, ça n'a pas été une année particulièrement facile pour le milieu théâtral en général, que ce soit au Québec ou de manière mondiale. Là, ici, mais il y a eu beaucoup d'initiatives de plein de petites compagnies qui ont fait du théâtre, que ce soit du théâtre à l'extérieur, que ce soit du théâtre par téléphone. Donc, vraiment, les artistes se sont réinventés, pour reprendre les mots de la ministre de la Culture. Et ici, donc c'est vraiment... C'est plein d'initiatives qui ont été prises justement pour que le théâtre existe malgré la pandémie. Je pense que c'est quelque chose qui est un objet qui est très intéressant à avoir sur les tablettes parce que ça nous... comme il n'y a pas eu beaucoup de théâtre dans la dernière année, ça nous permet de voir ce que les artistes ont été capables de faire. Puis il y a des petits bijoux à l'intérieur de ça, donc je pense que c'est très intéressant. Ensuite, Mani Soleiman-Loup, 9 titres provisoires. Titre provisoire qui fait partie du titre. Ça a été monté au théâtre d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mani Soleiman-Loup, ça va être un nouveau directeur artistique du CNA à Ottawa.
Un auteur et metteur en scène qui a fait beaucoup de projets. Il a été connu d'abord par son triptyque 1, 2, 3. Et ensuite, il a continué avec plusieurs spectacles. Il en a quasiment sorti un à chaque année, allant jusqu'à... Donc, ça a été ils étaient que 4, 5 à 7, 8 et maintenant 9 titres provisoires. Dans son travail, il travaille beaucoup avec les comédiens pour créer le texte avec eux. Donc souvent, il prend par exemple les témoignages des comédiens et à partir de là, il écrit. Donc dans ce cas-ci, c'est 4 comédiens bien placés. 5 comédiens, c'était 5 comédiens. Donc Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Mételu et Monique Spaziani. Et les 5 se retrouvent à l'enterrement d'un ami et ils réfléchissent sur la vie, la mort, le deuil, mais aussi nous font découvrir les coulisses du milieu du théâtre et de la télévision au Québec. Je pense que c'est un gros incontournable du théâtre québécois parce que c'est un grand nom. Puis ici, il est vraiment fait... en même temps, ça nous fait voir un milieu qui n'est pas nécessairement accessible au public. Donc, et c'est très sympathique, c'est drôle, c'est ludique dans l'approche. On est vraiment comme dans une salle de répétition. Très agréable comme matériel, je le conseille. Maintenant, c'est tout pour le théâtre. Donc, allons pour la littérature de l'imaginaire. Commençons avec la science-fiction. Julia von Lucadou, autrice suisse, ici Sauter des gratte-ciels. Comme d'habitude chez Actes Sud, il y a toujours des petits trucs particuliers. Là. Moi, j'aime bien cette maison d'édition-là. Donc là, c'est suisse, c'est traduit de l'allemand. On se retrouve dans une dystopie. Le personnage principal... Elle a des followers, des millions de followers sur un réseau social et elle saute des gratte-ciels, qui est une pratique assez reconnue que plusieurs grandes figures font. Donc, ils sautent des gratte-ciels et échappent à leur mort à la dernière minute pour faire du sensationnalisme. Et le personnage principal, du jour au lendemain, on décide de complètement arrêter de faire cette pratique-là. Et les followers la suivent jour et nuit. Dans son appartement, où est-ce qu'elle dit presque rien, ne fait presque rien, dans son gros appartement de luxe. Et une psychologue qui travaille pour une grande entreprise, vient intervenir pour essayer dans toute sa fausse bienveillance, essayer de la convaincre de revenir au travail. On est dans une dystopie où est-ce que tous les riches habitent dans des villes et les pauvres habitent en périphérie. Et du moins, c'est ce qu'on croit. Et dans le fond, la psychologue et le personnage principal vont construire une relation et ils vont finir par se poser des questions à savoir est-ce que le monde dans lequel on pense vivre est vraiment le monde dans lequel on vit. Ça a été très bien reçu par les lecteurs. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, ensuite, toujours dans une dystopie, Sarah Hall, Sœur dans la guerre, autrice britannique. Ici, on est donc encore dans une dystopie. On est vraiment dans quelque chose dans la même vague que la Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc de la dystopie féministe. Ici, on est à cause de la crise écologique, tout est contrôlé par l'État. Donc l'alimentation, la nourriture est contrôlée, les naissances sont contrôlées et le personnage principal qui est une femme, décide de partir pour essayer de rejoindre une ferme autonome pour retrouver son indépendance, sa liberté. Et donc elle part dans un périple pour essayer de rejoindre cette ferme-là. Je pense que ça pose des questions autant sur notre rapport par rapport à l'environnement, l'écologie et tout ça, mais aussi par rapport à... c'est une dystopie féministe, donc vraiment qui pose des questions sur... Est-ce que c'est éthique, par exemple, que l'État contrôle les naissances? Je pense que c'est quelque chose de très intéressant, encore une fois, à regarder. Donc, je vous le conseille.
Et maintenant, Golden State de Ben Ash Winters, le même auteur qui avait écrit Underground Airlines, qui avait été hyper bien reçu autant par la critique que par les lecteurs. Là, ici, je veux souligner là, à quel point la couverture est super belle. ActuSF, encore une fois, se dépasse avec leur couverture. Je la trouve magnifique. Ici, on se trouve dans une dystopie. On est vraiment, c'est le mois des dystopies, ce mois-ci, en l'imaginaire. Donc ici, on est dans une société où est-ce qu'il est interdit de... il est interdit de mentir. C'est illégal de mentir. Et le personnage principal est un enquêteur et lui a comme un sixième sens où est-ce que il sait quand les gens lui mentent. Là, le personnage principal, il y a eu un crime, quelqu'un est mort, et là, commence à enquêter là-dessus, et il se rend compte, en fait, que la société dans laquelle il vit est beaucoup plus corrompue que ce qu'il croit, et par cette enquête-là, vient avoir tous les dessous de cette société-là. C'est écrit comme un trailer, mais dans un truc de science-fiction. Je pense que c'est un gros incontournable, c'est vraiment quelque chose à lire. Et maintenant... on se trouve ici avec Je suis Providence, le premier tome de S.T. Joshi. Ça ici, c'est un format poche, mais je tenais à vous le montrer parce que il a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire 2020, la catégorie essai. On se retrouve avec le grand spécialiste au niveau mondial de Lovecraft. Cet auteur-là, ça fait 20 ans qu'il travaille qui étudie le travail de Lovecraft. Ici, on est dans une biographie, mais aussi une analyse du travail de Lovecraft. Donc, premier tome, vous devinerez qu'il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'il est assez volumineux. Le deuxième l'est tout autant. Donc, on est vraiment dans une biographie où est-ce que, d'un côté, il analyse le travail de Lovecraft et ensuite nous donne les extraits et tout ça, analyse son travail et après ça, fait des liens avec sa vie. Par exemple, maintenant, intéressons-nous à la relation qu'il avait avec sa mère. C'est hyper bien documenté. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à avoir sur les tablettes d'une bibliothèque parce que si quelqu'un veut faire une recherche, par exemple, sur Lovecraft, c'est la référence sur cet auteur-là. Et il a gagné en plus le prix Grand Prix de l'Imaginaire en 2020, catégorie essai, là, donc c'est un prix assez prestigieux, là. Donc c'est tout pour les incontournables du théâtre et de la littérature de l'imaginaire pour le mois de juillet. Donc là, on va avoir une pause pour le mois d'août. Donc on se revoit au mois de septembre et je vous souhaite bonne chance avec vos lectures. Merci et bon été. Bonjour, mon nom est Mike Séviano, responsable de la section librairie adulte à l'Avent. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables pour la section littérature québécoise, les incontournables pour la salle de montre de juillet. On commence avec Nous sommes un continent de Nicolas Dawson et Karine Rousseau. Correspondance entre les deux qui est une correspondance qui parle de voyage, qui parle d'appartenance, qui parle de territoire, de lien avec le territoire entre le Québec et le Chili. Alors, un échange entre les deux auteurs et enfin entre l'auteur et l'autrice qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux saisir un peu entre leur façon de concevoir l'appartenance au lieu, l'écriture, réflexions différentes, particulières, diverses, je dirais, sur comment ils conçoivent l'écriture du roman à partir, je dirais, de leurs échanges, de leurs réflexions et comment un et l'autre vont alimenter cette réflexion-là. Donc, pour les gens qui aiment un peu le style épistolaire, pour les gens qui aiment un peu les correspondances, qui ne veulent pas entrer dans un roman qui vous oblige, je dirais, là, à avoir là, une lecture continue du début à la fin, genre de correspondance qui se lit ici et là en partie. Donc, ça pourrait être intéressant. Nous sommes un continent. Nicolas Dawson, Karine Rousseau, chez Triptyque. Voilà, chez Triptyque. Le nouveau Aki Shimazaki, Semi. Aki Shimazaki est largement connu. Bon, on n'a pas besoin de présentation. Encore une fois, ici, on a un roman. Autrice assez prolifique.
Pas qu'elle a écrit des vingtaines et des centaines de romans, mais quand même ici un roman intéressant qui est littéralement dans son style. Alors, si vous avez des lecteurs, des lectrices qui aiment cet auteur, cette autrice-là, bien, inévitablement, on va vous le demander. C'est toujours une écriture très épurée, à la limite minimaliste, qui a le don, et l'autrice habite ici, là, qui a le don de parler du Japon, mais avec les termes d'ici. Donc, ça donne une ambiance très intéressante, ça donne un univers très fin, très défini, très fermé, je dirais, sur des événements, des aventures très pointues dans une écriture, dans une écriture très colorée en même temps, tout autant que les couvertures. Et je pense que du côté d'Actes Sud, on fait un travail vraiment de prolongement, on pourrait dire, où la couverture est à quelque part déjà très représentative de cet univers-là, de ce récit-là, de la couleur des événements. Donc, Aki Shimazaki Semi. Extrêmement intéressant, de Vania Jiménez, un pont entre nos vérités. L'autrice est née de parents arméniens. Donc, c'est toute une relation familiale un peu conflictuelle qui permet de mettre tout en perspective et d'un côté l'histoire de l'Arménie et d'un côté tout ce qui est de la présence des Arméniens au Québec, du passage de l'Arménie à leur arrivée ici au Québec, à travers, vu par le prisme de la relation entre deux sœurs. Donc, cette intimité-là, la relation entre les deux va permettre à ce moment-là beaucoup plus de dégager, d'ouvrir plus large pour l'autrice et de porter des réflexions justement sur, encore une fois, cette notion-là d'identité, d'appartenance à un lieu, l'Arménie ici au Québec, devenir québécois, mais tout en ayant des parents arméniens, tout ça. Belle écriture, une écriture qui va venir plaire beaucoup, je dirais, à un lectorat qui, d'un côté, a une certaine soif de savoir et de culture, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lire uniquement un roman, on veut apprendre des choses, on veut s'instruire par la lecture, donc ce sera ça. Mais de l'autre côté, le genre de lectorat qui aime les sagas familiales. Alors les gens qui aiment à ce moment-là vraiment là, les grandes aventures, les conflits familiaux, les réconciliations, tout ça. Je pense que là, dans ces deux champs-là, ici, chez le lectorat, on retrouve les deux intérêts conjoints. Alors, à ce moment-là, on a vraiment trouvé la lecture idéale pour ça. Vania Jiménez, un pont entre nos vérités aux éditions Druide. Je me permets de vous lire une partie du 4e de couverture. Clara perd ses parents accidentellement. Encore sous le choc, elle tombe sur des textes dont elle ignorait l'existence, rédigés par sa mère. Par ses écrits, Clara reconstitue la femme complexe que fut Marie-Louise Chamelian, une femme qui chercha à replanter ses racines dans le Québec de la Révolution tranquille après avoir immigré d'Égypte. Donc vraiment, hein, on va parler du génocide, on va parler d'immigration, d'appartenance, comme je vous disais, au territoire, tout ça. Toujours en passant par le souvenir d'une mère absente et les traces de ce passage-là de la mère. Hyper intéressant pour les gens qui veulent peut-être apprendre un peu plus sur la communauté arménienne. Voilà. Je vous présente ensuite l'héritage des mots de Louise Portal et de Jeannette Rivière. Intéressant. Louise Portal a rencontré Mme Jeannette Rivière il y a, je pense, plus de 20 ans, quelque chose comme ça, et elle appelle sa grand-mère d'adoption. Donc, ils se sont rapidement pris d'amour, d'affection, d'amitié entre les deux, et elles ont commencé rapidement des échanges de lettres. Elles se sont écrits, mais vraiment des vraies lettres.
Et puis, elle se parlait d'un peu de tout, réflexion quotidienne, réflexion un peu plus philosophique sur plein de choses. Des petits mots juste pour se dire, ben, ça va bien, je suis à tel endroit en vacances, tout ça, avec des photos, avec des dessins, tout ça. Et Louise Portal a décidé de colliger tout ça et d'en faire vraiment un livre. Alors, ça devient un livre extrêmement beau à voir, où on a vraiment des photos, des lettres qui ont été envoyées par les deux autrices. C'est un livre qui, oui, va faire du bien. Certains lectorats qui vont aimer le genre de livre là, que l'on aime lire, là, qui va nous permettre là, le genre de feel-good roman. Le terme va s'appliquer comme ça. C'est pas un roman, par contre, là, c'est vraiment des correspondances. On est vraiment dans le côté épistolaire ici. Mais c'est beau, c'est un bel objet. C'est un bel objet, il est intéressant. Il y a des beaux passages. C'est profond. Les deux femmes se parlent sans filtre. S'avouent des choses, d'un côté comme de l'autre. Ça peut également, et je pense que la plus-value de ce livre-là peut donner peut-être le goût à certains auteurs en herbe, certaines personnes, de peut-être écrire d'un côté leur mémoire ou peut-être de l'autre côté de commencer un genre de correspondance avec une amie, avec une petite fille, un petit-fils. On s'entend pour dire je dis petite fille, petit-fils parce que peut-être le lectorat ciblé par ça sera peut-être un lectorat de gens au-dessus de 40, 50 ans. Peut-être les jeunes seront moins intéressés, on ne veut pas généraliser, mais quand même. Mais souvent, ce lectorat-là peut être un lectorat des fois un peu plus isolé, qui a énormément de choses à dire, énormément de choses à raconter et qui ne sait peut-être pas comment le dire. Ça pourrait être intéressant. Louise Portal donne des ateliers d'écriture. Elle a fait un livre qui s'appelle Le journal de ma vie, où elle incite les gens à écrire un peu leur mémoire, tout ça. Ce serait hyper intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient à ce moment-là vraiment être intéressés. Ça pourrait donner l'étincelle, le goût de parler de soi et surtout d'écrire sur soi. Et au-delà de ça, c'est de voir comment on peut se fabriquer un journal de correspondance, imagé, photos, dessins. C'est intéressant, un beau livre, agréable à lire, tout ça. L'héritage des mots de Louise Portal et de Jeannette Rivière, encore une fois, aux éditions Druide. Je me permets... Pierre Perrault, Toutes îles. Ça vient de ressortir. Pierre Perrault, qui ne connaît pas Pierre Perrault, le grand réalisateur du cinéma direct au Québec, celui qui nous a donné la série pour la suite du monde. Mon grand réalisateur de cinéma, documentaire, tout ça. Voici, je vous lis vraiment la description en arrière. Voici le pays qui fascine Pierre Perrault, celui du quotidien des humbles, des pêcheurs de tête à la baleine, des chasseurs de loups marins, de lances tabatières, de ce peuple nomade que sont les Inuits, encore nommés montagnais, au temps où il rédige une première version de ses pages au début des années 60, c'est-à-dire à l'heure où il va bientôt tourner ce chef-d'œuvre du cinéma documentaire qu'est Pour la suite du monde. Donc, c'est Pierre Perrault qui parle du lieu, vraiment tout ce qui est autour de l'île aux Coudres, tout ça. Il parle des gens, il parle de la nature. C'est un amant, un amoureux, un fanat de la langue. Il laisse parler les gens avec cette langue-là et ça a marqué son cinéma justement pour ça. Le cinéma des premiers temps, surtout pour la suite du monde, tout ça. Ce sont des récits. Et la façon de travailler de Pierre Perrault, pour l'anecdote, c'est important. La façon de travailler pour Pierre Perrault, c'est important. Pierre Perrault, on sait qu'en cinéma, au documentaire, le documentaire devrait ne pas être mis en scène, parce que, bien sûr, c'est du documentaire, c'est censé être la réalité, tout ça. Pierre Perrault, lui, se plaisait très bien à dire qu'il faisait des mises en situation. Donc, il provoquait la situation, il provoquait les événements, et ces situations-là permettaient justement de faire surgir le naturel des gens qui étaient devant la caméra et encore plus de les
dégêné. Parce qu'on s'entend pour dire qu'on est dans les années 60, arrivé avec une caméra à l'île aux Coudes, avec des gens qui n'ont peut-être jamais vu ça. C'était très déstabilisant et il n'était pas du tout naturel. Donc, on enlevait la caméra, on l'isolait. On avait un Michel Brault à la caméra, qui était quand même le plus grand caméraman de tous les temps, qui était capable de se camoufler, d'être très discret. Perrault générait une situation particulière et là, les gens, le naturel ressortait et là, ils filmaient. Ces récits-là viennent de là. C'est ces réflexions du lieu, comment il s'est imprégné du lieu. Pour tourner pour la suite du monde, il a passé plus d'1 an à l'île aux Coudes à parler avec les gens, à les connaître avant de tourner. Donc, il y a vraiment une familiarité, il y a une naturalisation, je dirais, du réalisateur et de l'auteur qui était, oui, un réalisateur, mais un auteur hyper intéressant et un poète en même temps. Bien sûr, hyper amoureux de ce pays, le Québec, mais de ce coin de pays énormément, tout ce qui était autour de l'île aux Coudres. Toutes îles viennent de ressortir aux éditions Luxe lors d'une édition augmentée, revue et augmentée de Pierre Perrault. Ça, c'est un incontournable. C'est un incontournable d'autant plus que dans vos cégeps, vous allez avoir des étudiants en littérature, mais vous allez avoir également des étudiants en cinéma. Et ça, je pense que pour connaître son cinéma, il faut connaître son Pierre Perrault. Donc, il y aurait intérêt à lire ça un peu, les étudiants. Quelque chose d'intéressant qui vient de sortir, ça s'appelle Le Cas, aux éditions L'Instant Même. L'Instant Même semble être parti sur une voie je dirais, et c'est eux-mêmes qui appellent ça la collection exploratoire. Donc, ce sont des livres, ce sont des écritures exploratoires. Ici, Le Cas tourne autour de la notion du domaine judiciaire. Donc, on joue sur la réalité, on joue sur le vrai, sur le faux, sur des témoignages, des faux témoignages, des enquêtes. Et littéralement, et je vous le lis pour vraiment vous donner le son de cloche, en multipliant les points de vue, fiction ou non, les témoignages vrais ou faux, en fouillant dans les documents d'archives, en juxtaposant leurs pratiques créatives, les autrices et auteurs de ce recueil veulent ensemble mener l'enquête, tenter de réparer ce qui a été brisé lors d'événements réels marquants et par là proposer une éthique de la fiction. J'aime lorsque les maisons d'édition, les auteurs, les autrices s'engagent dans des projets qui des fois peuvent être un peu loufoques, mais peuvent être extrêmement intéressants et surtout quelque chose de vraiment original. Et là, je trouve ça vraiment bien de voir que, à partir d'événements qui semblent réels, la fiction s'approprie l'événement, pas comme si la fiction manquait comment je pourrais dire, c'est pas comme si l'écriture manquait d'imagination. C'est pas ça. C'est à partir d'un élément, on va vraiment tourner autour et se réapproprier l'événement pour le remettre à la fiction. Donc, Le Cas, un collectif dirigé entre autres par Cassie Bérard, professeur en écriture. Donc, hyper intéressant, Le Cas. Je pense que ça pourrait peut-être beaucoup intéresser, d'un côté, professeur de littérature, et de l'autre côté, étudiant en littérature, étudiant plus particulièrement en création littéraire. Je pense que là, il y a une niche à l'intérieur de tout ça. Je vous montre également un autre truc qu'on vient de recevoir. C'est vraiment intéressant. Aux éditions Presse de l'Université de Montréal, collection Cavale, Dominique Raymond, qui nous écrit Échafaudage, squelette et patron de couturière, essai sur la littérature à contrainte au Québec. Ça vient tout juste d'arriver, j'ai mis la main dessus, j'ai sorti ça, je dis oh, un bel essai qui va parler de littérature de contrainte et je me permets juste de vous lire un peu vite la table des matières pour vous donner un peu l'idée, mais là vraiment, professeurs de littérature vont être intéressés par ça. On va parler de formalisme, de pataphysique, la littérature à contrainte au Québec, de son existence à la configuration. On va parler de Oulipo, tout ça. Alors comment au Québec, on a, nous également, eu de la littérature à contrainte, c'est-à-dire à partir de conditions, à partir de jeux, à partir d'éléments qui sont contraignants, littéralement, et comment on a réussi à générer de la littérature. Le patron de couturière, j'adore ça. Les couturières doivent travailler avec des patrons, donc c'est très contraignant. Elles réussissent à faire des pièces, des éléments, des morceaux de linge magnifiques. Bien justement, comment à partir d'un patron, de certaines conditions
certaine balise, ont réussi à créer des œuvres, ont réussi à écrire des romans, tout ça, des textes, des poèmes, tout ça. Donc, un essai, je dirais, assez intéressant, champ gauche, hein, particulier, original, sur la création littéraire au Québec. Professeur de littérature, étudiant en littérature, encore une fois, nos étudiants en création littéraire vont être sans doute ou devraient être intéressés par ça. Bibliothécaire, prenez le temps de vérifier ce titre-là. Il pourrait fort bien intéresser vos lecteurs et lectrices. Je finis avec quelque chose qui est incontournable, bien sûr. J'écris peuplier. C'est le livre anniversaire du Norrois. Ça fait 50 ans que le Norrois existe, donc 50 ans que le Norrois nous propose des poésies. Aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt très fort pour la poésie au Québec. Il faut se dire qu'il y a 50 ans, la poésie, c'était quelque chose qui était concentré, oui, du côté du Norrois et du côté des éditions de l'Hexagone, avec des grands noms comme Miron, bon, tout ça. Ici, avec le Norrois, ils ont fait un travail énorme au niveau d'aller chercher des poètes un peu plus marginaux ou un peu plus dans l'ombre, tout ça. Le recueil, cette anthologie est premièrement une anthologie, je me permets de vous la montrer, une anthologie belle qui est imagée, on laisse tomber ça. Alors je vous montre, là, c'est imagé, tout ça. Et pour les poètes, alors voilà, des images comme ça, des grandes photos, tout ça. Et pour les poètes, on est allé chercher un poème pour représenter l'œuvre. C'est, je dirais, peut-être un peu restreint, présenter un poème pour définir un poète, mais c'est une belle pièce, je dirais. Et bien sûr, si on enseigne la poésie dans les cégeps, si on parle de poésie québécoise, ben ça pourrait être un bel outil de consultation pour donner de l'inspiration, pour pousser les étudiants à connaître un peu plus la poésie québécoise et surtout du côté du Norrois, belle maison d'édition qui est depuis 50 ans fidèle à son œuvre, à son mandat initial, c'est-à-dire de faire connaître et de démocratiser la poésie au Québec. Alors voilà, c'était nos incontournables pour la salle de montre de juillet pour la littérature québécoise. Mon nom est Mike Sévieno. On se revoit, nous, en septembre. On prend congé des capsules pour l'été. Donc, on se revoit en septembre. Entre là, ben, bon été, bonne lecture. Merci. Au revoir.